messieurs, bienvenue sur la chaîne de l'Afrique. Vous êtes sur Média 2 Africa. Vous regardez l'actualité hebdomadaire africaine. Vous le faites bien. Voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, volte-face Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié met fin au Conseil national de transition sans toutefois reconnaître la légitimité du président élu Alassane Ouattara. Il propose par ailleurs un dialogue national inclusif. Crise politique en République démocratique du Congo, 4 jours après le discours du président congolais Félix Tshisekedi, mettant fin à la coalition qu'il formait avec l'ex-président Joseph Kabila, l'Assemblée nationale a voté jeudi pour la destitution de Janine Mabunda, une pro-Kabila. L'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par la pandémie de la Covid-19. Le pays de Nelson Mandela connaît sa seconde vague épidermique et a enregistré son plus lourd bilan en 24 heures ce jeudi 10 décembre. En sport, visite des infrastructures sportives dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Le Premier ministre Dion Ngouté a fait une descente musclée sur le terrain pour évaluer et apprécier l'état des stades, notamment celui d'Olembe et de Fandena. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poussière de secondes. Une fois de plus, bienvenue sur la chaîne de l'Afrique. Ouvrons ce journal par la nécrologie au Cameroun. Sa Majesté Dika Akwa III, chef de premier degré du canton Bonambela à Akwa, n'est plus des nôtres. Le 11e roi de cette dynastie nous a quittés aux premières heures du mardi 8 décembre des suites de maladie à l'hôpital général de Douala où il était interné depuis quelques jours. Ancien cadre de la BA, canton des banques des États d'Afrique centrale, le roi Din Dika Akwa III s'en va à l'âge de 73 ans après 18 ans environ de règne. Rappelons qu'il a été élu comme le représentant des chefs traditionnels du Voré lors des élections historiques du 6 décembre dernier. Le premier vice-président du Ngondo, une cérémonie culturelle chez les Sawa, a quitté ainsi la scène à quelques jours de la messe de l'eau. Le roi est mort, vive le roi. Élection régionale du 6 décembre 2020 au Cameroun. Sans surprise, le parti au pouvoir, le RDPC, a gagné haut la main les élections régionales comme il fallait s'y attendre au regard de sa majorité incontestable. Certains partis d'opposition, notamment le PCRN de Cabral Libi, ses plans de trahison politique de certains de ses membres durant ces élections. Par ailleurs, plusieurs autres militants du Social Democratic Front ont boycotté l'appel au boycott des régionales lancé par son parti avant les échéances. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, n'a tout simplement pas pris part à cet événement historique. Parlons du MRC. Son président Maurice Kamto est désormais libre de tout mouvement. Le gouvernement a décidé de lever le blocus autour de sa résidence ce mardi 8 décembre, 2 jours après la tenue des élections régionales. Cette mise en résidence surveillée avait débuté le 20 septembre dernier, alors que l'opposant avait appelé à protester contre la convocation des régionales, demandant la fin du conflit dans les régions anglophones et le départ du pouvoir du président Paul Biya. Qualifiées d'insurrectionnelles, ces manifestations avaient été réprimées par le pouvoir en place et entraîné des interpellations et incarcérations de plusieurs militants du MRC. Ces élections régionales ont finalement eu lieu sans incident majeur selon le parti au pouvoir. Le gouvernement a donc décidé de desserrer les taux autour de son principal opposant, même si son cas reste en examen selon les termes d'un communiqué du ministre de la Communication mardi dernier. À présent, direction Côte d'Ivoire, rebondissement dans le climat politique. L'opposition met fin au gouvernement de transition sans toutefois reconnaître la légitimité du président élu Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié donc a mis fin à ce gouvernement en proposant plutôt un dialogue national inclusif au cours duquel les parties prenantes doivent aborder des sujets tels que la réorganisation des élections présidentielles, la libération des prisonniers politiques, entre autres. Écoutons un extrait de cette déclaration. Je me suis adressé au secrétaire général de l'ONU en lui demandant son implication personnelle pour l'instauration d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes au processus électoral en Côte d'Ivoire. Par écrit, j'ai présenté à M. Antonio Guterres les ingrédients d'une situation extrêmement grave
qui imposait un dialogue urgent avec le soutien de l'ONU pour sauver notre pays du chaos. Ce nouveau cadre de dialogue, qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation et qui sera encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles, spécialisées en la matière, dont l'ONU, ou tout simplement par des personnalités indépendantes choisies parmi nous. Ce cadre remplace évidemment le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. En réponse à la déclaration du président du PDCI, Henri Konan Bédié, qui réclame désormais un dialogue national en remplacement du Conseil national de transition initié par l'opposition au lendemain des élections présidentielles, le RHDP, le parti au pouvoir, a animé un point de presse pour répondre à Henri Konan Bédié. Je vous propose d'écouter cette déclaration du parti au pouvoir. Cette déclaration du président du PDCI-RDA résonne en écho comme un chant de cygne, le barou d'honneur d'un homme désespéré qui aura tout tenté pour revenir au pouvoir, mais qui subitement se rend compte qu'il a lamentablement échoué. Quittons la Côte d'Ivoire pour nous rendre en Centrafrique. Des réfugiés centrafricains regagnent leur pays depuis plusieurs jours déjà. Ils étaient environ 200 réfugiés à quitter le camp de Gado-Badzéré dans l'arrondissement de Garoua-Boulaye. Parmi les réfugiés, Fatima Tour espère une nouvelle vie. Elle témoigne à l'un de nos confrères d'Africa News. De l'émotion sur le visage de cette femme qui regagne son pays, la RCA, en compagnie de ses enfants, après des années passées au Cameroun. Elle fait partie des 200 réfugiés centrafricains du camp de Gado-Bedzéré dans l'arrondissement de Garoua-Boulaye qui ont choisi l'option du retour volontaire au bercail. Parmi ces candidats au retour figure Fatima Tour. Elle a décidé de regagner son pays après 6 ans de vie au Cameroun. J'ai 9 enfants. Un est déjà rentré et un autre s'est marié. Je suis resté avec cet autre. Je rentre avec eux. Je rentre parce que je ne trouve plus d'avantage à rester ici. Puisque de l'autre côté, ça s'est calmé. Je voudrais aller profiter de ce calme-là qui revient dans mon pays. En RCA, j'ai tout perdu. Je suis venu au Cameroun et je faisais les champs. Au bout de 5 ans, mon mari a perdu toutes ses forces. Plus personne n'apporte de revenus à la maison. Je préfère repartir et avec le peu d'argent qui nous reste, on pourra voir comment relancer les choses. Un départ sur fond d'appréhension. Difficile en effet de tout abandonner et aller expérimenter une nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie qu'ils vont pouvoir expérimenter dans leur pays, ces désormais ex-réfugiés sollicitent l'appui des Nations Unies et du gouvernement centrafricain. C'est la guerre qui nous avait fait pour fuir la RCA pour se retrouver ici au Cameroun. Auparavant, en RCA, je suis commerçant et puis je mène mes activités. Je suis avec toute ma famille. On a de l'espoir parce qu'on sait au fur et à mesure, parce qu'il y a le père en train de revenir en RCA. Bon, il y a aussi le gouvernement en train de faire des efforts pour que la paix revienne en RCA. C'est là qu'on sait que si on retourne en RCA, peut-être on peut retrouver ce qu'on a perdu dans le passé, peut-être. Ici, à la frontière, le bureau camerounais du HCR acte leur départ et leur met à la disposition du HCR de la République centrafricaine. Première étape du périple, des locaux, avant de mettre le cap sur Bangui, la capitale, plus tard. Ce processus de facilitation de retour a été enclenché l'année dernière par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, avant d'être stoppé par la pandémie de coronavirus.
La sécurité est de retour et bientôt les élections et certainement tout ira encore mieux. Ce sont des raisons comme autant qui poussent ces gens à retourner chez eux. Pour le moment, le Bureau des Nations Unies ne s'investit pas dans un programme de retour des réfugiés, mais il facilite le retour de ces réfugiés, car le droit de retour chez soi est un droit fondamental et tous les réfugiés qui voudront le faire, nous allons faciliter leur retour. 27 000 réfugiés centrafricains vivent dans le camp de Gado Bédiri. Après cette vague, 1500 autres vont regagner volontairement leur terre dans les jours à venir. Rendons-nous à présent au Ghana. Victoire contestée du président sortant Nana Akufo-Addo. Le chef de l'État a été réélu au premier tour à 51% des voix. Son principal concurrent, qui avait signé un acte de paix avant le jour des élections, conteste la victoire de le regagnant, qui par contre lui appelle à l'unité des forces pour poursuivre son programme de construction engagé il y a 4 ans. Reportage de BBC News Afrique. Après 2 jours d'attente, enfin un résultat. Les militants du parti présidentiel NPP laissent éclater leur joie. Même ambiance au QG de campagne du NPP, dress code, tout le monde en blanc, comme le président. Je vous donne ma parole que je continuerai à travailler très dur pour construire le Ghana prospère et progressiste auquel nous aspirons. Les 2 partis, le NPP et le NDC, doivent travailler ensemble, en particulier au Parlement, pour le bien du pays. Le temps est venu pour chacun d'entre nous, indépendamment de nos affiliations politiques, de s'unir, de se donner la main et de se tenir côte à côte et de travailler dur pour placer le Ghana là où il mérite d'être. Un appel à l'unité qui reste en travers de la gorge de l'opposition. Sur les visages des partisans de John Mahama, on lit la colère et le dépit. Leur candidat n'a pas concédé la défaite et n'a pas téléphoné à son adversaire pour le féliciter. L'opposition menace de contester les résultats en justice. Elle accuse, pour l'instant sans preuve, le gouvernement d'avoir bourré les urnes. De quoi brouiller l'image du pays à la démocratie exemplaire. Crise politique en République démocratique du Congo. 4 jours après le discours du président congolais, Félix Tshisekedi mettant fin à la coalition qui est formée avec l'ex-président Joseph Kabila, son prédécesseur. Janine Mabunda, une pro-Kabila, président de l'Assemblée nationale, a été déchue au terme d'un vote qui précédait de violentes relations ou alors réactions entre les pro-Kabila et les partisans de Félix Tshisekedi. La bataille a été remportée par le président en place, Sendeliès, en images. Toute la journée, ce jeudi, ils avaient été maintenus à distance du Palais du Peuple pour éviter les débordements des derniers jours. Cela n'a pas empêché les partisans du président Félix Tshisekedi de laisser éclater leur joie le soir venu sur le boulevard Triomphal. Nous sommes dans la joie parce que Janine Mabunda a été destituée de l'Assemblée nationale. On est très content de sa déchéance. Cet esprit du kabylisme disparaît enfin. À l'intérieur, les élus fidèles à Tshisekedi savourent l'instant. Ni les caciques du FCC de Joseph Kabila, ni les tentatives de Janine Mabunda ne sont parvenus à inverser la tendance. 281 députés contre 200 ont voté la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale et de la quasi-totalité de son bureau. Le départ de ces bureaux, c'est le départ de M. Kabila. C'est la fin des règnes de Kabila. Cette dame n'a rien fait à part arriver en retard, être hautain, ne jamais s'excuser. Alors quand elle s'est excusée, il était trop tard, elle est dehors. Du côté des partisans de l'ancien président Kabila, la défaite est amère. Dans la salle, l'heure est à la franche explication et au règlement de compte.
Tout ce que nous avons fait ici a été, a eu une base confectionnée des tricheries. Donc, en fait, on devait rejeter toute cette parade qu'on est en train de voir ici et on ne devrait même pas procéder au vote. Le président doit désormais nommer un informateur chargé d'identifier une nouvelle majorité. Le cas échéant, il pourrait ainsi former un nouveau gouvernement. Dans le cas contraire, Félix Tshisekedi a promis de dissoudre l'Assemblée nationale. Et si on prenait une courte respiration pour se retrouver après cette page publicitaire. Retour sur le plateau de médias de Africa. Vous regardez l'actualité hebdomadaire africaine, vous le faites bien. Alors en Afrique du Sud, c'est le pays africain le plus touché actuellement par la pandémie de la Covid-19. Le pays donc de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud, connaît sa deuxième vague épidémique et a enregistré son plus lourd nombre de cas en 24 heures ce jeudi. 836 764 cas de Covid-19, donc plus de 2000 ou alors plus de 22 700 décès. Les jours à venir s'annoncent inquiétants. Je propose de regarder cet élément. La pandémie de coronavirus continue sa progression sur le continent africain et notamment en Afrique du Sud. Le pays a annoncé faire actuellement face à la seconde vague. Ce jeudi, l'Afrique du Sud a enregistré son plus grand nombre de cas en 24 heures depuis le 8 août. Les plus touchés sont les 15-19 ans, des jeunes qui veulent faire la fête malgré tout mais qui restent quand même pour certains en tout cas assez lucides. À l'image de cet étudiant, c'est une année difficile dit-il mais les gens veulent faire la fête. Je pense quand même que le gouvernement devrait imposer des restrictions plus strictes sur les rassemblements. L'Afrique du Sud a dépassé la barre des 6000 nouveaux cas répertoriés par jour. Au total, depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré 828 598 cas de Covid-19, dont 22 574 décès. L'Afrique du Sud représente plus de 35% de tous les cas signalés sur le continent. Ce virus n'évoluait pas aussi vite jusqu'à présent et aujourd'hui, il progresse rapidement. Peut-être qu'un confinement de niveau 5 devrait être instauré au Cap Oriental, dans les 4 provinces qu'on appelle les points chauds. Revenir au niveau 5 est la meilleure solution, car actuellement les gens pensent que tout est redevenu normal et qu'ils n'ont plus besoin de masques. Cette seconde vague épidémique en Afrique du Sud fait craindre une saturation des hôpitaux dans certaines régions. Et les déplacements de population à l'occasion des fêtes risquent d'aggraver une situation jugée déjà critique. Au Bénin, les ambassadeurs de la République arabe d'Égypte, du Japon, de la France et le chef de la délégation de l'Union européenne renforcent leur coopération avec le pays de Patrice Talon. Ils ont remis leur lettre de créance ce vendredi au président de la République béninoise. Arrêt sur image pour voir cette cérémonie ponctuée d'hommages. Ambassadeur désigné de la République arabe d'Égypte près le Bénin, avec résidence à Cotonou, Madame Amal Afifi est née le 1er février 1974. Elle est titulaire d'une licence et d'un magistère en économie et sciences politiques à l'Université du Caire et à l'Université d'Oxford. De 2005 à 2012, elle fut chef de mission adjoint à l'ambassade d'Égypte près le Malawi. Présentation de cette lettre de créance est le signe probant de la bonne forme des relations diplomatiques entre le Bénin et le Royaume arabe d'Égypte. L'Égypte est un pays qui transforme, qui produit aussi. Il y a le domaine de la construction. Et je pense que la feuille de route que le président de la République vient de fixer avec Madame l'ambassadeur d'Égypte nous permettra, je crois, d'accélérer les avenues nouvelles dans cette coopération. L'axe Cotonou-Tokyo se renforce. Son Excellence Takahisa Tsugawa est le nouvel ambassadeur du pays du soleil levant près le Bénin avec résidence à Cotonou. À partir de 2012, il sera nommé conseiller aux ambassades du Japon en Tunisie, en France, au Cambodge. Jusqu'à sa désignation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin, son Excellence Takahisa Tsugawa est depuis 2017 directeur général des affaires internationales à l'Organisation pour la formation technique des stagiaires. Le président a souhaité, avec l'ambassade du Japon, c'est la priorité des priorités, comme vous le savez pour nous, c'est la formation technique et professionnelle. Et c'est un peu cela ce que le président a dit. Le président a dit, ma priorité des priorités avec vous, le Japon, c'est
que vous puissiez nous aider dans notre agenda de transformation. La France est un partenaire historique pour le Bénin. L'accord des relations diplomatiques se tisse davantage avec son Excellence Marc Vizy, nouvel ambassadeur accrédité au Bénin. Les partenaires dans beaucoup de domaines, des raisons historiques le font. Nous avons une langue en partage, nous avons des réflexes en partage, mais nous avons aussi un programme de coopération qui est très dynamique. Entre l'Union européenne et le Bénin, les relations de partenariat sont relancées de plus belle. De nationalité allemande, née en août 1968, son Excellence Sylvia Ratliff, nouvelle ambassadrice chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin, présente à Patrice Talon sa lettre de créance. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit et d'un diplôme de master en administration publique. Sa nomination en qualité d'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne auprès de la République du Bénin, elle était depuis 2015 chef de l'équipe politique étrangère et de sécurité à la cellule de prospective stratégique auprès du président de la Commission européenne. Rendons-nous à la découverte d'une ville historique exceptionnelle du continent africain. Il s'agit de la ville de Yaoundé qui se trouve au Bénin. C'est l'une des villes qui a gardé, malgré le poids des siècles, les vestiges et les temps forts de la traite négrière dans le continent africain. Le président Patrice Talon, président béninois, était en tournée dans cette ville mythique et historique qui regorge d'énormes potentialités touristiques. On regarde avec RTB. Une des rares villes au monde qui concentre à elle seule presque tous les traits et vestiges de la traite négrière. Une vivace mémoire de l'histoire du continent qui sommeille ici. Ouidah, la citadelle multiculturelle, la ville touristique par excellence, veut renaître de ses cendres et le déclic est donné par le PAG, le programme d'action du gouvernement. En moins de 5 ans de l'avènement de la rupture, une bactérie de projets structurants ont vu le jour. Redonner confiance aux fils de cette localité, le porteur de ces réformes foule le sol de ses aïeux. Ses concitoyens de Ouidah l'attendaient aussi impatiemment. Une fois la porte de la salle de conférence franchie, toute l'assistance entonne en chœur le chant d'engagement de la cité d'Ekpassé. Ouidah et toute sa population accueillent le président Patrice Talon. Le soleil de nouvel espoir est levé pour cette ville chargée d'histoire. Notre ville, la cité Ekpassé, longtemps délaissée, exploitée et même humiliée. Ses filles et fils, divisés par la politique politicienne, est désormais promise à un avenir radieux, grâce à vous, Monsieur le Président de la République. De nombreuses et courageuses réformes que vous avez lancées, Ouidah applaudit particulièrement et se réjouit des impacts positifs de la réforme salvatrice du système partisan dans notre pays. En effet, l'ancien système politique a profondément divisé ses filles et fils, instaurant en leur sein la méfiance, la jalousie, la haine et autres attitudes rétrogrades entretenues par les politiciens pour leurs intérêts égoïstes. Aujourd'hui, les effets induits de cette réforme du système partisan sont perceptibles dans la cité de Passé. Un jour nouveau se lève sur Ouidah. Ouidah, la commune à forte potentialité touristique et agricole, bénéficie d'importants aménagements urbains, des actions qui dressent le lit à l'éclosion économique. Les milliers de touristes
se bousculeront bientôt à la découverte de cette ville mystique et mythique, dont la richesse et la diversité de son histoire, dans la pluralité harmonieuse de son patrimoine, qui fait d'elle une vie universelle. Pour ceux qui en doutent encore, de nombreux chantiers ouverts ici et là dans la commune préfigurent du statut de destination touristique prisée que Ouidah se prépare à conquérir dans les toutes prochaines années. Patrice Talon, comme partout ailleurs, partagera avec Ouidah ses idéaux de développement harmonieux. Il prône surtout la préservation des acquis de la nouvelle dynamique pour le Bénin. Notre nature réelle, notre grandeur réelle, ce que nous sommes réellement, de manière intrinsèque, se révèle à nouveau à nous-mêmes et au monde entier. Le Bénin est le pays d'Afrique qui a le plus de potentiel touristique de tous les pays d'Afrique. Le patrimoine touristique mémoriel des esclavages du Bénin a plus de sens historique. L'épopée des rois, de Dahomey, du Béanzin et des Amazones n'a pas son égal en Afrique. Notre parc animalier en Afrique de l'Ouest n'a d'égal qu'en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Nous avons une côte, la plage, donc nous avons également un patrimoine balnéaire. Sans oublier les cours d'eau, les lacs, qui offrent également une possibilité, un patrimoine balnéaire. Nous avons les Tata Somba dans la région de Boukoumbe et consorts, qui sont majestueux. Nous avons tout ça dans un petit territoire. Le tourisme va faire de nous un pays riche. La marina ici à Ouidah, le bateau, le négrier, des investissements colossaux sont en passe d'être réalisés. Les études ont été longues. Elles sont pratiquement terminées. Les travaux vont démarrer. Ouidah se prépare avec ses chantiers à devenir l'une des destinations les plus prisées au monde, une ville phare de l'Afrique de l'Ouest, et c'est tant mieux pour l'économie touristique nationale. Eh bien, à la fin de la séance de reddition de comptes du président de la République, certains fils de Ouidah ont apprécié cette initiative du chef de l'État. On les écoute au micro de William Tchoki, Jean Nombimen et Mohamed Bior. C'est un bilan exceptionnel parce que nous avons toujours rêvé d'un pays émergent. Et je crois que le Bénin aujourd'hui en voie de devenir un pays émergent que nous rêvons depuis longtemps. Vous voyez, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que le chef de l'État a presque fait le tour du Bénin en voiture. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'il a pris la décision de réduire les coûts. Si vous regardez dans le pays, même à Ouidah, l'embellissement de la ville de Ouidah est programmé. L'aménagement de la marina de Ouidah est programmé et est déjà en cours. On ne verra plus de dogli, comme on le disait à Ouidah. Il a entrepris de faire un compte rendu de tout ce qu'il a fait pendant 4 ans et demi. Il est venu faire donc ce qu'on appelle une reddition des comptes. Et cette reddition des comptes qu'il est en train de faire, il a débuté par dire que au départ, le pays n'était pas dans une bonne posture. C'est-à-dire qu'à l'étranger, quand on a du mal à dire qu'on est béninois, on a vraiment du mal. Et il a essayé donc de remettre le pays sur le bon chemin, sur les rails. Et ces rails-là, ça fait que comment il a pu mettre sur les rails en prenant les impôts que nous cotisons, que nous donnons. C'est ça qui fait notre force, nos efforts. Et nos efforts n'étaient pas vains parce que ces impôts-là ont contribué à pouvoir mettre le pays sur les rails. Et ces rails-là, il a dit que ça ne peut plus tomber, c'est indéfectible, ça ne peut qu'aller en avant. Au Gabon, après le réaménagement du gouvernement, Conseil des ministres, l'exécutif a tenu son dernier conclave en présence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, au palais du bord de mer. Au menu des échanges, la santé, l'éducation, la sécurité et bien d'autres sujets. Reportage Patrice Mougoula de Gabon Première. C'est l'un des derniers conclaves de l'année pour l'exécutif. Celui-ci se tient en format numérique compte tenu du contexte sanitaire
liés à la pandémie de la Covid-19. À la tête de ce tour de table virtuel, le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les sujets de haute portée nationale étaient au centre de cette séance de travail qui se veut récapitulative avec des résultats probants. Sécurité intérieure, éducation, santé, économie, infrastructures routières, lutte contre la corruption, autant de questions qui ont constitué l'ossature de cette rencontre. À l'échelle internationale, le Conseil s'est réjoui de la mission du président de la République à la tête de la CEAC, un passage qui a abouti à la réforme institutionnelle et historique de l'organisation sous-régionale. Le Conseil de ministres s'est également félicité de la participation du numéro 1 gabonais au 13e sommet de l'Union africaine sur la ZLECAf et au 14e sommet de l'institution continentale avec pour thème « Faire taire les armes en Afrique ». Au cours de ce conseil, les projets de textes législatifs et réglementaires ont été soumis pour adoption. Le communiqué final sanctionnant les travaux sera rendu public. Sport et racisme ne font pas équipe. Le Camerounais Achille Webo, l'entraîneur adjoint de l'Istanbul Başakşehir, est devenu en l'espace d'une soirée le symbole de la lutte contre le racisme. Pierre-Achille Webo, ex-attaquant de l'équipe du Cameroun, aujourd'hui entraîneur adjoint de Başakşehir, n'a pas supporté que le quatrième arbitre de la rencontre avec le Paris Saint-Germain, le Roumain Sébastien Colescus, utilise le terme négro pour le désigner. Retour sur cette scène de protestation. Why is it negro? Hey, he said negro. Why is it negro? Why is it negro? He said negro. He can't say negro. He can't. No. When he's a white guy, he's saying this white guy. Why when he mentioned negro? He didn't say this. Why you lie? He said negro. You just said it. But you can have it. Maki, this is not football. Maki. Say to come on, this is football. This is not football. 10 dakika içerideymiş. Quittons le championnat de l'UEFA et parlons de la visite des infrastructures sportives dans la ville de Yaoundé. Le Premier ministre Dion Ngouté a fait donc une descente musclée sur le terrain pour évaluer et apprécier l'état des stades, notamment celui d'Olembe et de Fandena. L'aire de jeu, les vestiaires, le sous-sol ont été passés au peigne fin avant le débriefing au cours duquel le ministre a manifesté son satisfecit. Reportage Laurentine Bekono, CRTV. C'est à 9h que le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, arrive sur le site de construction du complexe sportif d'Olembe. Le dispositif d'accueil renseigne à suffisance sur les centres d'intérêt de la visite. Premier arrêt, stade annexe A. Ici, l'aire de jeu est marquée par le verdissement de la pelouse. Même satisfaction pour le stade annexe B, dont l'étendue verte invite à la rêverie. Au stade principal, on peut voir dans toute sa splendeur rayonnante, riante, parsemée de gazon vert, le complexe sportif d'Olembe qui rassure. La deuxième partie de la visite est engagée au stade Omnisport de Fandena. C'est par l'annexe numéro 1 que la partie est amorcée. Enchaînement par le cœur de l'activité. Loge présidentielle, tribune VIP, local CAF, position commentateur, aire de jeu, sous-sol de la tribune Est, vestiaire visiteurs A et B. Quand la balle se pose sur la table de la salle de conférence, le Premier ministre, chef du gouvernement, peut alors commencer la séance de débriefing. Le chrono marque 90 minutes non-stop à la fin des deux mi-temps. 45 x 2. Sur la feuille de match, on peut lire « Yaoundé est prête à accueillir le coup d'envoi de la compétition le jour dit ». Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi l'actualité hebdomadaire africaine sur la chaîne de l'Afrique, Média de Africa. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité. Portez-vous bien et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre page de l'actualité. Au revoir.
Afrique.